Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de l'assassinat en plein cœur de Moscou d'Igor Kirillov. C'était le patron, le chef des troupes de protection NRBC. NRBC, c'est nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Assassiné en pleine rue, paraît-il, par le SBU, par le service secret ukrainien. Déjà une arrestation, un Ouzbek. Tiens, un Ouzbek. C'est amusant ça. Les mêmes qui ont été en service commandé en Syrie pour faire tomber Assad. Beaucoup d'Ouzbeks, paraît-il. Décidément, ces Ouzbeks, ils sont partout. C'est amusant. Hein, c'est un scénario hollywoodien. Est-ce que ce sont les dernières recrues de l'oncle Sam? On va en parler tout de suite après, chers internautes, vous avoir rappelé Géopolitique profonde, le magazine, la revue. Je date un peu, c'est la 18e, la 19e arrive, ça sera la dernière de l'année. Une semaine de gratuité, version papier, version numérique, qui vous donne surtout accès à ces espaces privés pour avoir des formations sur la décentralisation financière, en particulier l'autonomie financière. Ça me paraît tout à fait important aujourd'hui. Bon, et puis là, une petite formation financière pour ceux qui auraient pu investir à un moment donné dans les bitcoins, quand on voit l'explosion en continu qui n'arrête pas, et le boom des bourses, de la bourse américaine tout du moins, avec l'accès de Donald Trump à la Maison-Blanche et son programme de choc antifiscal. Eh bien, je pense que c'est intéressant de se repérer dans ces secteurs financiers. Et puis aussi, donc, Noël approche, les produits dérivés de géopolitique profonde, dont ce mug, dans lequel je bois mon thé après les cafés du matin. Trop de café, c'est pas bon pour la tension nerveuse, paraît-il. Donc le midi, je me mets au thé, mais c'est toujours dans le même mug GPTV. Bon, on va passer à l'essentiel, parce que ça, je suis pas persuadé que c'est ce qui vous intéresse le plus. Ce qui est quand même intéressant, c'est comment interpréter. Alors bon, évidemment, ça peut paraître être déjà un revers pour la Russie, pour le Kremlin, indéniablement. Si en plein cœur de Moscou, on peut éliminer un général de ce rang-là, c'est pas un général parmi d'autres, hein. Kirillov, c'est vraiment le patron de la protection sur tout ce qui était, ce qu'on appelait longtemps NBC, NRBC maintenant. C'est dire l'importance du personnage, son influence certainement dans tout un tas de décisions et les connaissances acquises, même si on peut supposer qu'il les a partagées, ces connaissances, et que ce n'est pas en l'éliminant que cela suffira pour arrêter la vérité de circuler dans un certain nombre de domaines sur lesquels il avait insisté, Kirillov, depuis quelque temps, et sur lequel on va revenir, Biolab, l'affaire Skripal, tiens, on reviendra un moment, si vous voulez bien, sur la rocambolesque affaire Skripal, cet agent double, et sa fille, qui, sur le pont de Waterloo, si mes souvenirs... Non, je confonds. Skripal, c'est à Londres, mais c'est pas à cet endroit-là. C'est une autre histoire que je vous raconterai sur le pont de Waterloo. Il y a plusieurs petites anecdotes à raconter pour expliquer toujours. J'essaie de mettre de l'historique autour des événements présents pour essayer de mieux les décoder. Donc, une trottinette électrique, ça serait pas un coup d'Hidalgo, ça. Un crétin à roulette qui pose sa trottinette dans une rue, et puis quelqu'un probablement à distance, ping, appuie, comme ça. Et ça fait au moins 2 morts, une charge explosive importante dans cette trottinette, comme quoi, il faut croire qu'il y avait, à la place de la batterie électrique, on a du mal à croire que c'est un feu lié à la batterie électrique, ce qui arrive, hein, par ailleurs. Faut le savoir, c'est pas la meilleure pub qu'on puisse leur faire à ces trottinettes électriques, mais bon. Donc, en plein cœur de Moscou, voilà quand même qui vient comme provocation contre le maître du Kremlin. Il y avait eu peu de temps auparavant déjà
un spécialiste des missiles hypersoniques russe, un chercheur, qui avait été vilainement assassiné aussi, et s'en était déjà vanté à l'époque, les ukronazis qui n'ont jamais autant mérité leur nom, terroristes, ils le reconnaissent eux-mêmes, ils commettent des actes de type terroriste. Ils l'ont fait aussi avec des écrivains, ils l'ont fait avec la malheureuse petite Douguina, la fille de Douguine. Ils aiment piéger, ils sont, semble-t-il, très forts pour cela. Bon, il n'est pas étonnant non plus qu'ils rentrent facilement, qu'ils soient peut-être pas comme des poissons dans l'eau dans la société russe, mais enfin, justement, c'est bien une preuve, s'ils arrivent à faire commettre ce genre de crime, c'est que les peuples russes et ukrainiens sont des peuples frères, et il est plus facile de commettre un attentat quand on est un Ukrainien à Moscou que peut-être un djihadiste ouzbek au Japon, où ça va se repérer peut-être un peu plus rapidement. Bizarre, qui c'est celui-là? Enfin, en tout cas, c'est un ouzbek, donc c'est pas un Ukrainien. Il a été recruté, il l'a dit d'ailleurs, j'ai été recruté peut-être sur TikTok. Et TikTok, l'on a fait interdire parce qu'il manipulerait les élections en Roumanie. Ou Telegram. On a vu qu'on avait mis le patron fondateur de Telegram en résidence surveillée en France. Qu'a-t-on obtenu de lui? Oui, parce que Telegram, c'est vrai au Daghestan, c'est vrai dans un certain nombre d'endroits, c'est un lieu où on recrute, où des djihadistes venus d'on ne sait où, en général, on l'avait vu avec le Daghestan, hop, des agences de recrutement qui se présentent comme évidemment un service ukrainien qui recrute et on assassine comme ça. Ça paraît un peu tiré par les cheveux, cette histoire, mais bon, pourquoi pas? En acceptons l'augure que ce serait cet Ouzbek qui serait à l'origine, mais qu'il ait agi seul est quand même assez peu probable. Il a fallu beaucoup de complicité, on s'en doute, dans une affaire telle que celle-ci. Donc évidemment, c'est quand même un revers à 24 heures du discours de Vladimir Poutine, de son discours un peu comme le discours américain, président américain à la nation, où il aura à dire des choses très importantes, parce qu'on est à quelques semaines maintenant de l'arrivée de Trump en plein exercice à la Maison-Blanche, et que à ce moment-là, eh bien, on va savoir à partir de demain un petit peu quel est l'état d'esprit du maître du Kremlin. C'est pas les vœux du 31 décembre à 20h de nos chefs de l'État qui se perdent en généralité pour souhaiter la bonne année aux Français. Ce qui est dit par Poutine est sérieux. Il ne se paie pas de mots, Poutine, quand il dit les choses. Il vaut mieux, en général, les prendre au sérieux. Évoquera-t-il d'ailleurs ce lâche attentat? On verra. Ce sont des éliminations, en tout cas ciblées, dont les Occidentaux sont peut-être derrière les services ukrainiens ou avec les services ukrainiens à l'origine. On rappelle que l'Ukrainien a bon dos. L'Ukrainien a bon dos. C'est lui qui paraît-il, fait sauter les pipelines, les Nord Stream, avec une technologie rudimentaire. C'est en tout cas pas avec une trottinette électrique qu'ils ont fait péter le Nord Stream 2. Et d'ailleurs, on sait très bien que ce ne sont pas les Ukrainiens qui ne détiennent pas ce type de technologie qui l'ont fait. Même les meilleurs journalistes américains dénoncent leur propre gouvernement comme étant à l'origine de cet attentat. Donc bon, il y a le faux drapeau, et puis il y a aussi le proxy. Alors le proxy, il sert. Et puis quand le proxy ukrainien servira plus, on le sait, c'est pas grave, ça sera le proxy français ou polonais ou je ne sais quoi. L'oncle Sam aime à user de proxy pour attaquer les Russes. Pas folle la guêpe. Ils savent bien quand même que c'est relativement dangereux, donc ils vont user jusqu'au dernier Ukrainien, ça on le sait. Et puis quand il n'y aura plus d'Ukrainiens, on verra. Mais en tout cas, pour le moment, ils servent encore. Et l'Ukrainien se sert de l'Ouzbek. L'Ouzbek étant donc, je disais, plutôt une valeur en hausse actuellement, puisqu'ils ont, semble-t-il, beaucoup aidé à la résurgence. J'en rigole, excusez-moi, je ris jaune ou de façon narquoise et sarcastique, mais bon, toutes ces histoires font penser qu'il y a évidemment en arrière-plan
des gens qui tirent les ficelles et on ne sait que trop, on ne voit que trop. C'est un petit peu comme le diable lorsqu'il va gagner, il surgit des sabots, le bout de sa queue ou des cornes sur la tête et on se rend compte, mon Dieu, mais c'était donc eux. Eh oui, qui, général de Lavar? Donc là, en tout cas, c'est un ouzbek. Voilà. J'aimerais qu'on parle un petit peu des attentats ciblés au travers le temps, avant de revenir sur la personnalité de Kirillov et ce qu'il dénonçait. Ça sera la seconde partie de cette émission. Mais j'aimerais qu'on revienne sur certains attentats ciblés et à tout seigneur, tout honneur, commençons par quelque chose qui à une époque faisait beaucoup jaser. J'en reviens d'ailleurs de ce pays, donc je peux en parler. Certains ont encore d'ailleurs le look des années 50-60. J'en avais un à côté de moi dans l'avion et j'ai eu peur d'ailleurs qu'il ne sorte un parapluie. Vous savez, parapluie bulgare. Ah, les parapluies bulgares, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les parapluies bulgares pendant la guerre froide? Une seringue, un parapluie, clac! Et vous passiez de vie à trépas, une seringue empoisonnée. Ça a été une de ces grandes histoires, un de ces grands mythes, qui n'était peut-être pas qu'un mythe d'ailleurs, de comment éliminer à l'étranger quelqu'un qui vous dérangeait. Et c'est là qu'il y a ce fameux pont de Waterloo où un certain Markov, qui embêtait beaucoup la Bulgarie et puis les partenaires de l'ex-Union soviétique, avait trouvé la mort, justement. C'est bien fait pour lui, le pont Waterloo, ça ne nous rappelle aucun bon souvenir. Je plaisante quand je dis que c'était bien fait pour lui. Oui, parce que les British, contrairement à nous, ils aiment à fêter leur victoire, d'où la place Trafalgar, d'où Waterloo. Ils s'enorgueillissent, ce que malheureusement nous ne faisons pas. Les anglo-saxons, eux, ont gardé une bonne mémoire, contrairement à nous, et ne s'excusent pas quand ils ont gagné une bataille, contrairement à nous, les Français. Donc le pont Waterloo est une grande fierté britannique, et donc sur ce pont, eh bien, la légende est nourrie du parapluie, du fameux parapluie bulgare. Alors, on a essayé de nous refaire l'histoire du parapluie bulgare quelques dizaines d'années ensuite pour expliquer que finalement, ils n'ont pas changé, les Russes en particulier. Ils n'ont pas changé, ils étaient soviétiques hier, russes aujourd'hui, mais c'est toujours les mêmes affreux. C'est le logiciel, vous savez, dans leur tête qui n'a pas changé. Et puis aussi une extraordinaire mauvaise foi, parce qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, et entendre celui qui ne veut pas entendre. Donc, on a vite fait, quand on dit qu'on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage. Et donc, dans l'affaire Skripal, ça c'est une grande histoire où on va passer le héros. Vous savez, c'est un petit peu dans les films d'Hitchcock, il y a toujours ce qu'ils appelaient un MacGuffin, c'est-à-dire l'objet de l'ensemble du récit. Alors c'est très marrant le MacGuffin parce que ça peut être par exemple un collier de diamants dans, je crois, la mort aux trousses. Il y a excusez-moi pour mes approximations en matière de culture cinématographique. Mais il y a toujours cette idée que quelque chose dans les romans d'espionnage, dans les thrillers, les anticipations, quelque chose qui d'ailleurs est d'une importance très très limitée. Je crois que c'était Lelouch qui avait interviewé Hitchcock et Hitchcock avait donné sa définition du MacGuffin en disant c'est dans un train, un passager demande à un autre passager mais qu'est-ce que vous avez là dans cette mallette au-dessus de vous? Et le passager avait dit c'est un MacGuffin. Alors, un MacGuffin, qu'est-ce que c'est un MacGuffin? Et la personne avait dit c'est un piège pour attraper des tigres du Bengale. Vous êtes à Londres, il n'y a pas de tigre du Bengale à Londres, en Angleterre. Et l'autre répond, alors à ce moment-là, c'est pas un MacGuffin. Ça veut dire que voilà, c'est un objet sans aucun intérêt, mais qui va déclencher l'action, même si des fois on ne le voit même pas. Et alors, évidemment, dans le cas de ces romans d'espionnage tout droit sortis d'esprit hollywoodien, on nous explique que le MacGuffin, c'est le Novichok. Le Novichok, c'est terrible, le Novichok, c'est horrible. C'est certainement le plus redoutable poison qu'on puisse connaître.
Il serait donc à l'origine de l'empoisonnement d'un grand nombre d'ennemis de la Russie, avec d'horribles symptômes avant la mort, diarrhée, vomissement, larmoiement, sécrétion, paralysie, convulsions. Vous vous rendez compte un peu ce Novichok, si je reçois une goutte de molécule, alors il y a un V et un X sur ma peau, vous savez, c'est un peu comme coronavirus. Après, petit à petit, on a mis des chiffres, c'est du 2.0. Je vais avoir des symptômes locaux et je peux facilement décéder. Donc c'est un terrible neurotoxique, ce Novichok. Alors, il est tellement terrible, excusez-moi vraiment de rire de choses dont on ne devrait pas rire, mais il est tellement terrible que, en général, il rate. Ça marche pas. C'est beaucoup moins efficace, semble-t-il, que le parapluie des Bulgares. Moi, je conseille aux Russes de revenir à la bonne technique du parapluie, parce que, alors, franchement, zéro, hein. Navalny, Novichok. C'est même Madame Merkel qui l'a dit. Oh là là, quelle horreur, le malheureux Navalny. Eh ben, il a survécu. Et alors, les Skripal, père et fille, pareil, Novichok, et puis une grosse dose, paraît-il. Il a survécu. Alors, par contre, ça a donné lieu, ils ont survécu tous les deux. Il doit pas y avoir il y a quelque chose qui est pas au point. Vous voyez, toujours, on est dans cette espèce de principe de non-contradiction qui est violé, de tiers inclus. Ce sont vraiment des cons, les Russes, mais ils sont quand même terriblement dangereux. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons? Puisque à chaque fois qu'ils essaient de tuer, non seulement on voit, ils sont mauvais, hein, Navalny, vraiment, en Allemagne, quand il s'était réfugié en Allemagne, vous vous rendez compte, ils essaient de le tuer, ils en laissent les preuves, mais en plus, ils échouent. C'est à désespérer. Hein. Alors, ça a donné, par exemple, c'était en 2000, l'affaire Skripal. C'était en mars, le 4 mars 2018. Sergueï et Yulia Skripal. Pour vous donner un petit peu le cadre, ils auraient donc été empoisonnés par cet agent neurotoxique. Et auraient passé plusieurs semaines à l'hôpital dans un état critique avant d'en sortir. Donc, comme je vous le disais, ils s'en sont sortis. Alors, ils auraient été, dans les années 90, le père en tout cas, Sergueï Skripal, officier du GRU. Vous vous rendez compte, en plus, ils sont tellement horribles, ces Russes, c'est qu'ils n'hésitent pas aux dégâts collatéraux. Tant pis si on tue la fille, vous savez. Écoutez, en tout cas, il semblerait que les Occidentaux derrière le SBU soient plus efficaces avec la petite Douguina, qui est la fille de Douguine, qui... aurait peut-être été visé au préalable, mais on n'en est même pas sûr. Comme quoi, ça ne les dérange pas d'abattre les enfants de leurs pires adversaires, eux. Et c'est pas prouvé pour le Novichok et les Skripal, Yulia, la fille, 33 ans, et Sergueï Skripal, 66 ans. Donc, ce serait un agent double, en fait. Il serait à la fois membre, officier du GRU, donc le renseignement militaire russe, Skripal, dans les années 90, et puis il s'est mis à travailler comme agent double au profit du MI6, du Secret Intelligence Service britannique, en 1995. Donc jusqu'à son arrestation en 2004. En 2006, il est reconnu coupable de haute trahison, bon, ça, ce qui est assez logique quand on est un agent double. Ils sont tellement horribles qu'ils ne le tuent même pas. Il l'envoie en colonie pénitentiaire. Et puis finalement, il est envoyé, il va en Angleterre, où justement, chez ceux qui l'avaient recruté, et il y aurait eu cette tentative d'assassinat. Bon, très bien, parfait. Donc, ils échouent. Navalny, je vous ai raconté, c'est exactement la même chose. Donc, il y a des antécédents de volonté de cibler un adversaire, un ennemi politique ou militaire, et le cas donc du général Igor Kirillov est un exemple de ce type, mais il semblerait que soit plus efficace puisqu'ils ne ratent rarement leur cible, et c'est en effet un défi au maître du Kremlin. Qu'est-ce que dénonçait? Alors, est-ce que c'était quelqu'un qui risquait de... Est-ce que c'est un game changer? Est-ce que ça valait... Pourquoi tuer Igor Kirillov? Pourquoi lui plutôt qu'un autre qui serait directement engagé, je dirais, dans des affaires tactiques, stratégiques, sur le front, où là, en effet, il y a un intérêt à éliminer ces personnes, puisque c'est la guerre, et que si on peut éliminer un officier supérieur ou un officier général du camp adverse, on va pas s'en priver. Sauf que, Kirillov, c'est pas...
on peut pas réellement dire qu'il soit en première ligne sur le plan militaire, pas du tout. Hein, il est plutôt chargé de la défense d'ailleurs, hein, sur le NRBC. Hein, même pas là pour développer des armes redoutables, des missiles Orejnik, des missiles Satan, avec des centaines de mégatonnes qui vous détruisent un pays entier ou pratiquement avec une seule salve. Non, c'est quelqu'un qui est justement plutôt sur des éléments de défense, mais qui s'est intéressé, bien évidemment, tout un tas de dossiers liés justement à ce que signifie NRBC, le nucléaire, le radiologique, le biologique et le chimique. Donc aussi les bactéries, donc aussi les virus. Mais oui. Alors, il y a bien sûr ces affaires de biolab, et c'est lui qui enquête. Donc les biolabs, je vous rappelle qu'à Kharkov auraient été retrouvés tout de suite après la guerre, enfin retrouvés des ordres donnés à des scientifiques d'éliminer sciemment dans des laboratoires biologiques qui seraient des laboratoires biologiques américains. Alors, il faut savoir que ça n'a jamais été reconnu. Et qu'évidemment, il s'agit probablement de fake news. En tout cas, c'est ce que nos médias larbins, qui n'ont jamais enquêté et qui n'enquêteront jamais sur ce sujet, nous diront. Donc, ces documents ont été retrouvés concernant donc la procédure de destruction des souches étudiées dans ces laboratoires biologiques installés en Ukraine, suite au lancement de l'opération donc militaire russe. L'un des documents indique le 25 février 2022, soit le lendemain du lancement de l'opération spéciale de 2024, que telles souches ont été totalement détruites donc dans ce laboratoire qui était installé à Kharkov. Mais il semblerait que des laboratoires, il n'y en ait plus d'un. Alors, je peux vous donner quelques exemples de souches qui auraient été détruites. Un champignon donnant la candidose. Une bactérie qui peut provoquer un ulcère. Une infestation urinaire, voire une prostatite. Tiens, il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Hein. Encore une fois, je rigole, mais je ne devrais pas rire. Qui pourraient être des effets indésirables de... Vous savez, hein, j'ai pas besoin d'en rajouter. Beaucoup de prostatite, beaucoup d'infections urinaires, d'ulcères. Aujourd'hui, on parle même de virus qui vous colleraient des occlusions intestinales. On aura tout vu. Ça ne s'est jamais autant. Ça pullule. Méfiez-vous d'ailleurs les Parisiens, puisqu'il semblerait que ce genre de saloperie nous infeste de plus en plus. Écoutez-vous, ça. On n'a jamais été aussi bien protégés avec toutes nos injections, et alors on n'a jamais été aussi malade. Hein. Vraiment. C'est à désespérer. Ils sont aussi nuls, semble-t-il, que ceux qui ont fait fabriquer le Novichok. C'est pas très efficace. C'est même plutôt un effet inverse. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi, on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.